Cette petite conférence se porte sur la manière dont les entreprises peuvent adapter leur lieu de travail, leur mode de management, leurs procédures à ce qu'on appelle aujourd'hui la génération des digital natives. Digital natives, c'est en fait les jeunes professionnels, plus largement les 15-25, les 15-30, les 15-35 ans, pour faire large, qui sont nés avec des écrans, qui fonctionnent en mode connecté permanent, et qui travaillent du coup dans des procédures, avec des usages numériques et avec des usages de vie, des désirs de vie et de confort au travail, qui surprennent un petit peu les générations précédentes dans les entreprises qui ont besoin de s'y adapter. Alors, l'histoire de ce travail que nous vous présentons très rapidement, on n'ira pas très loin sur ce format-là, mais on en reparlera plus tard avec vous si vous voulez, c'est que la boîte, qui est un espace d'innovation à Marseille, et un lieu de coworking depuis aujourd'hui plus de 10 ans, a emporté un appel à projet de l'ANACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Le programme s'appelle FACT. Et la proposition que nous faisions à l'ANACT, c'était de travailler sur la manière dont des tiers-lieux, qui ne sont ni l'entreprise ni le domicile, peuvent adapter leurs propositions d'aménagement, de conditions de travail, de ressources, d'outils à ces jeunes générations, et comment on peut transposer cette réflexion au monde de l'entreprise qui commence aujourd'hui de manière assez puissante à développer des espaces collaboratifs au sein de leur structure ou aux collectivités locales qui mettent en place des dispositifs de coworking sur leur territoire. Voilà la présentation. Moi, je suis co-créatrice de la boîte et j'ai un travail, je suis conseil en innovation responsable. Stéphanie ? Stéphanie Touram, je suis coach en qualité de vie au travail et je dirige le cabinet Andiamo Conseil. Marin Garrigue, je gère aussi la boîte avec Martine et je suis aussi formateur. Et vous nous avez sûrement rencontrés tout à l'heure parce qu'on pilote depuis plusieurs années le village de l'innovation des startups qui nous met en relation et avec les projets innovants et avec ces jeunes porteurs de projets dont nous allons vous parler. Alors, on va vous faire une petite mise en scène pour voir comment vous vous situez par rapport à cette question. On le prend parce que sinon, je ne sais pas si... Donc, à la terrasse d'un café, deux copines qui se rencontrent. Salut Martine, comment tu vas ? Écoute, moi, j'en peux plus. Depuis quelque temps, je suis passée en télétravail. Je travaille à la maison. Écoute, ça doit faire 6 mois. C'est pas du tout une réussite. Écoute-moi, je suis mise à l'écart de mon équipe parce que finalement, je ne suis jamais là au moment où les décisions se prennent. Avant, je pouvais aller déjeuner avec mes copines. Maintenant, j'y arrive plus. Et puis, tu sais quoi ? En fait, je pensais gagner du temps. En réalité, je travaille 10 fois plus. Donc, je n'ai plus d'horaire, plus de limites. Maintenant, je peux travailler le jour, la nuit. Mon employeur m'appelle tout le temps. Il pense que je fais rien et voilà. Donc, écoute, pour moi, c'est la cata. Écoute Stéphanie, je ne comprends pas du tout. Moi, j'ai repris des cours de pilates. Je suis plus reposée. Je travaille beaucoup, mais à temps choisi. Je peux m'occuper des choses qui sont importantes et organiser ma vie dans le temps de manière beaucoup plus raisonnable pour moi. Je reprends goût au travail. Je suis productive. Je pense même que je vais avoir une prime de performance cette année. Alors, ces deux scénarios, est-ce que ça représente quelque chose pour vous ? Et est-ce que vous êtes plus Stéphanie ou plus Martine ? Alors, Stéphanie lève le doigt, si vous voulez bien. Et les Martine ? Alors, c'est neutralité bienveillante ou méconnaissance ? On va dire que c'est la neutralité bienveillante et que vous pourrez voter au terme de la présentation. Alors, deuxième hypothèse, deuxième séquence. C'est toi qui commence. C'est moi qui commence. Donc moi, je suis son boss. Dans le bureau de mon manager. Salut Marin. Écoute, je viens te voir parce que là, je travaille à 1h15 de la maison. Tu sais bien, moi, j'habite Marseille-Sud et je vais travailler tous les jours à Cadarache. C'est l'enfer. Est-ce que tu ne voudrais pas m'accorder la faveur de faire un petit peu de télétravail quelques jours par semaine ? On pourrait imaginer que le mercredi et le vendredi, je serai en télétravail. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça me pose un peu problème parce que si je te l'accorde à toi, il faut que je l'accorde à tout le monde. C'est le droit du travail. Et en plus, comment on va travailler ensemble si tu n'es pas là 2-3 jours par semaine
c'est pas une question de contrôle, mais c'est une question de, voilà, comment les équipes vont arriver à travailler là, si tout le monde se disperse. Est-ce que vous êtes plutôt Stéphanie? Marin? Stéphanie? Bon. Levez la main. D'accord. On n'a pas de manager un peu old school, là? Alors, écoute, Stéphanie, tu vas nous donner ton point de vue sur cette question-là et sur les conditions dans lesquelles on peut engager cette réflexion dans l'entreprise. Oui. Alors, là, on vous avait mis les petits facteurs de risque et les conditions de succès des 2 petites scénettes. Tu peux passer. Voilà. Donc, il est important de commencer à s'engager dans le fait de faire évoluer les formes de travail. Pourquoi ? Bien parce que le risque pour les entreprises de ne pas s'engager dans cette voie-là, ça risque de leur amener des difficultés de recrutement. Pourquoi ? Parce que les digital natives ne voient pas la vie tout à fait comme leurs aînés, ou du moins pas toujours. Et notamment en ce qui concerne l'organisation hiérarchique, par exemple, pour eux, on est beaucoup plus sur quelque chose d'horizontal. Ils sont moins impressionnés par la hiérarchie. Il y a plus d'horizontalité dans leur univers. Ils sont très à cheval sur le fait de maintenir un équilibre vie privée, vie pro. Et pour ça, ils sont prêts parfois à sacrifier une partie, en tout cas, de leur salaire ou en tout cas de certaines conditions apportées par l'entreprise. Ils ont un fort besoin d'autonomie, ils ont un fort besoin d'initiative et ils ont besoin d'une adaptation permanente. On pourrait dire que, pour résumer, ils sont presque plus dans une philosophie de adopt un job à certains moments. Et tout ça est renforcé beaucoup par la cette nouvelle philosophie du travail, hein, ce marché, hein, le travail comme un marché. Et pour eux, c'est vraiment presque les lois du marché. Alors, je pousse un peu le raisonnement, mais c'est presque les lois du marché qui se renversent. C'est-à-dire qu'avec Internet, etc., enfin, toutes les plateformes de recherche de job, certains moments, ils sont prêts à switcher d'un poste à l'autre pour progresser ou pour trouver des meilleures conditions. Donc il y a une certaine forme d'opportunisme et nier en fait ce point de vue-là risque, en refusant d'adapter les manières de travailler, les nouvelles organisations de travail, risque en fait de faire en sorte que vous ayez en tant qu'entreprise des difficultés de recrutement, des difficultés pour fidéliser les talents. L'autre point, c'est que ne pas s'engager là-dedans pour vos salariés, ce serait de les soumettre, en cas en tout cas de distance à parcourir domicile-travail, une fatigue excessive, des pertes de temps, etc. Voilà, donc ça c'est pour vraiment la nécessité, je pense, de s'adapter pour les digital natives et les générations qui viennent sur le fait de ne plus accepter tout à fait les mêmes conditions qu'avant. Ce qu'il est possible de faire, il est possible de faire du télétravail. Alors le télétravail, c'est travailler en dehors de son entreprise en utilisant les technologies de la communication. Donc on peut travailler soit dans un tiers-lieu, soit à son domicile. On utilise beaucoup les outils de visioconférence et tous les outils de travail collaboratif comme les Dropbox, les Google Drive, etc. Il est nécessaire dans ces cas-là de structurer les temps de travail en équipe différemment. Donc ça nécessite effectivement une petite révolution dans le travail et notamment au niveau du management de l'équipe et de la dynamique collective. Et à ce sujet, moi, je voulais vous partager avec vous une expérience que j'avais vécue sur un projet que j'ai fait à l'île de la Réunion. Alors, il y avait un des consultants qui travaillait avec moi qui était à Annecy, un autre à Thonon-les-Bains, encore un à La Réunion et moi à Marseille.
Et ben, figurez-vous que cette petite équipe a super bien fonctionné. Et j'ai pu constater à ce moment-là, enfin, on a beaucoup utilisé le Google Drive et les conférences téléphoniques. Et ben, il y avait finalement plus de cohésion d'équipe et même de chaleur et même vraiment de liant dans cette organisation du travail, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. Donc c'est vraiment des choses qui sont rendues possibles par les nouvelles technologies qui ne cessent de progresser sur ce plan-là. Alors, tout ça, le télétravail, oui, mais finalement, comment ça peut se mettre en place, sachant qu'en fait, c'est fait. Le gouvernement pousse dans ce sens-là. Je crois que le gouvernement, en tout cas certaines de nos gouvernants sont à Paris et sont, je crois, confrontés aux problèmes de grève, d'embouteillage et autres. Je me demande si c'est pas pour ça qu'ils poussent un peu les choses, mais il semblerait qu'en tout cas ça y participe. Les nouvelles ordonnances Macron facilitent la mise en place du télétravail. L'idée était de passer d'une logique qui était avant une logique plus individuelle, si on se place sur le plan juridique. Avant, pour passer en télétravail, il fallait signer un avenant à son contrat de travail. Les nouvelles ordonnances Macron ont rendu à cette nouvelle forme de travail un aspect plus collectif, en permettant, en fait, en enjoignant les entreprises soit à signer un accord collectif de travail, soit en mettant en place une charte pour le télétravail. Voilà, donc en fait, on est vraiment passé d'une logique individuelle à une logique collective. Et il est possible pour un télétravailleur occasionnel, donc ça c'était pour les télétravailleurs réguliers, et pour les télétravailleurs occasionnels, il est permis maintenant juste d'avoir un simple accord sous quelque forme que ce soit entre le salarié et son employeur. Donc c'est rendu beaucoup plus facile et c'est davantage encadré. Dans ces chartes et ces accords d'entreprise, il est important d'aborder les diverses modalités de mise en place du télétravail, les conditions à laquelle on peut revenir à un travail normal, les modalités de contrôle du temps de travail. Voilà, il y a tout un nombre de sujets à côté duquel il ne faudra pas passer et qu'il faut réfléchir. Cette réflexion, souvent, on l'amène en collaboration avec les partenaires sociaux qui devront être consultés en cas de mise en place d'une telle charte. Voilà. Mais donc ça, c'est pour la voie, pour ce qui concerne les aspects réglementaires. En ce qui concerne la réalité de la mise en place du télétravail, il faut bien comprendre, et ça a été aussi l'objet de la première scénette que nous avons faite, que la mise en place du télétravail comporte des risques pour le salarié. Et donc, très vite, parce que le temps passe, on a compris, il y a l'isolement social, le risque d'éloignement managérial, une porosité vie privée, vie pro. Donc, le télétravail, on le met en place, oui, mais pas n'importe comment. Je laisse passer la parole à Martine. Alors, la mise en place du télétravail, et en fait, par télétravail, aujourd'hui, le terme, c'est un peu galvaudé. On fait tous du télétravail à partir du moment où on se connecte sur sa machine le soir en rentrant du boulot pour finir un travail ou pour répondre à des mails. On est en télétravail. Donc, le télétravail, aujourd'hui, ça s'accompagne quand c'est porté par un projet d'entreprise et quand c'est sollicité par un ou plusieurs salariés, ça doit se monitorer. On sait aujourd'hui que le bureau d'antan n'est plus une revendication des jeunes professionnels, des jeunes talents. Je vous ai proposé là 3 slides qui correspondent à 3 états issus d'une étude ESSEC de 2016, donc extrêmement récente, qui consistait à identifier pour des jeunes étudiants qui sortaient de cursus universitaires, de cursus d'école de commerce, comment ils envisageaient leur poste de travail. Donc c'est assez intéressant parce que ça correspond, tout ça a été conforté depuis 2 ans par un certain nombre d'études et par l'étude que nous menons en ce moment et dont on pourra vous communiquer les résultats. Globalement, le bureau dans l'entreprise a fait son temps. On a envie d'un lieu qui ne ressemble pas au bureau. Il n'est pas nécessaire
nécessaire que ça ressemble à un bureau, ça peut être tout ailleurs. C'est bien pour ça que les Starbucks ont démarré en proposant des tables et des cafés et qu'on puisse travailler 1 heure ou 2. C'est bien pour ça que les lieux de coworking explosent partout en France et dans le monde. On a plutôt envie de travailler dans des espaces naturels. Les conditions de l'environnement, du confort de vie sont importantes. Et on a un petit peu envie d'un bureau high-tech. C'est un petit peu le modèle des startups américaines qui a un peu énervé toutes les mentalités des jeunes salariés diplômés qui ont envie aujourd'hui de s'inspirer de ce modèle-là. Mais tout le monde veut aller au bureau. Et le coworking à l'extérieur du bureau n'est pas nécessairement une demande. On peut tout à fait installer un espace de travail partagé au sein de son entreprise. Beaucoup l'ont fait. Donc, diminution du désir de bureau classique. Pour 11%, travailler en pépinière peut être une solution, donc ce n'est pas énorme, ça reste une hypothèse. Mais l'espace de travail reste déterminant dans le choix d'un salarié, d'un jeune salarié pour entrer dans un poste de travail, même si le salaire est satisfaisant. Des études qui sont en cours de traitement sur un projet de livre blanc porté par la Directe à Marseille, sur lequel nous travaillons, établissent que la question du salaire et la question du turnover dans l'entreprise, je veux un gros salaire et je veux tourner, ça va me créer un CV, sont complètement remises en cause par les écoles, les grandes écoles qui disent non, on doit s'installer dans un modèle socio-économique. Et les étudiants qui arrivent sur le marché de l'emploi disaient premier, ce que disait Stéphanie tout à l'heure, c'est pas la carotte de l'argent qui m'intéresse, mais gagner du temps de vie, pouvoir faire un trek l'été, pouvoir partir faire du squash le soir. Mais par contre, je vais travailler toute la nuit s'il le faut et je serai productif et je livrerai. Donc c'est vraiment ce changement de paradigme qui est important et qui est intéressant. Et ça frictionne parfois un peu avec des équipes qui ne sont pas dans cette culture-là ou un petit peu plus âgées. Vie professionnelle, vie personnelle, ça s'estompe également. On peut avoir envie de travailler chez soi ou dans des lieux de coworking. Vous voyez que c'est quand même le pourcentage est important. On travaille dans les transports de plus en plus. C'est le principe des smartphones. Les smartphones et les tablettes l'encouragent. Puis dans les lieux de restauration. Et puis enfin, espace public. Pour 13% seulement des sondés, le travail doit s'opérer dans son bureau professionnel. Là encore, le choix du futur employeur est lié aux conditions de l'espace de travail. Et enfin, alors ça concerne Paris, mais je pense qu'on peut l'utiliser, l'explorer pour les grandes métropoles telles que Marseille. La question de la pendularité, de la fatigue, du déplacement reste des questions très importantes. Et elle reste prégnante pour le salarié qui ne veut plus passer de temps dans les transports et qui n'a pas forcément envie de choisir une solution de transport public. Donc, qui va solliciter, c'était la deuxième scénette, de pouvoir travailler chez lui au moins 1 ou 2 jours par semaine pour gagner un peu en temps de vie et en moindre fatigue. Voilà. Donc, le tiers-lieu, c'est quoi? Très globalement, c'est l'entre-lieu. C'est ni la maison, ni l'entreprise. Ça peut être des espaces hybrides. Ça peut être au sein de l'entreprise classique, un espace ouvert qui est dédié au travail collaboratif, dans lequel on va s'installer quelques heures avec sa machine à la main. Il y a de moins en moins d'espaces dédiés dans les entreprises de nouvelle génération. Microsoft, en France, en est un bel exemple avec le Lab Bisparck, mais c'est aussi l'espace Darwin à Bordeaux. Tout ce nouveau dispositif d'incubateur de pépinière qui favorise ces espaces un peu poreux. En revanche, ça ne se fait pas tout seul. Les modes de fonctionnement reposent sur une réflexion, une attente permanente du management sur les besoins exprimés, les prendre en compte, les étudier, les adresser, savoir y répondre en concertation et en collaboration avec les salariés. Et des communautés d'utilisateurs qui sont souvent les boosters. Il n'est pas rare que dans ces lieux un peu nouveaux, qu'on peut créer au sein de sa boîte ou sur sa collectivité, il y a une communauté d'utilisateurs qui va être le trendsetter, qui va créer la tendance et qui va être plus partie prenante en fait du modèle et qui va le co-gérer avec vous. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est une relation de confiance, mais c'est une relation très positive et très productive. Tout ça est très propice à l'essaimage, au pair à pair, aux collaborations, à l'innovation ouverte. Et enfin, comment ça s'implante? Alors là encore, c'est un travail qu'on fait en général en collectif, soit en formation, soit accompagné, parce que c'est un travail qui est assez sensible. Il repose sur la concertation et sur la co-création. Il est vraiment une piste de porosité créative, c'est-à-dire que mixer des populations
créer des espaces de réflexion, travailler sur des dynamiques d'animation créative. Ça peut être très intéressant pour travailler sur de petits modules d'équipe projet, mais aussi pour réintégrer dans la dynamique de l'entreprise quelqu'un qui en sortirait un peu, qui se sentirait un peu isolé ou qui se sentirait un peu dégradé parce qu'il ne trouve plus sa place ou parce qu'il a perdu un peu en compétences technologiques, par exemple, et qui va être aidé par la communauté des autres. Ça, ce sont des mécaniques qui fonctionnent très bien dans les lieux communs. Et c'est à travailler, ça fonctionne bien mieux que d'envoyer quelqu'un en formation, de notre point de vue, pour ce qu'on a pu constater. On fait ce travail pour pas le mal de structure. Hein. Donc on l'a vu chez nous, mais on l'a vu aussi chez des entreprises publiques et privées. Mais enfin, pour ne pas prendre trop de temps, c'est évidemment une solution de lutte contre l'isolement. Et c'est une solution qui va fidéliser ces fameux digital natives qui veulent vraiment qu'on leur lâche la bride, qui vont travailler dans des conditions très ouvertes, avec un Facebook ouvert, avec tous les outils collaboratifs sous la main, en écoutant de la musique, en se levant. Nous, on a des postes de travail à la boîte où les salariés travaillent debout, ou travaillent la nuit, ou travaillent le week-end. Alors ça, c'est pas facile à administrer dans une entreprise, mais il y a des solutions d'accompagnement qui se mettent en place. Ce qui est important, en tout cas, c'est qu'il y ait ce dialogue là sur les conditions de travail. C'est ce qu'établit cette étude qu'on pourra vous présenter bientôt, d'un changement vraiment, d'une horizontalité de la relation de travail qui vient se substituer à cette relation verticale. Les jeunes salariés, les jeunes candidats arrivant dans une entreprise intéressés par le projet de l'entreprise plutôt que par les conditions matérielles, qui évidemment restent importantes, mais qui ne sont plus l'unique motivation. Voilà, pour ma part, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bon, les résultats, je les ai évoqués. Un tout petit point là-dessus. Tout ça se modélise parce que ce qu'il est important de conserver, si on ne veut pas retomber dans les difficultés liées à l'isolement et au télétravail, c'est d'engager vraiment une réflexion collective sur le droit à la déconnexion. Alors on peut le faire de manière technologique en bridant l'envoi de mails. On peut le faire au travers de chartes de bonne conduite dans l'entreprise pour faire en sorte qu'une fois l'heure raisonnable passée, on ne soit plus scotché à sa machine pour travailler, que ce soit chez soi, que ce soit dans un lieu ouvert, parce que ça, c'est épouvantable en termes d'épuisement au travail. Et tout ça, c'est de la RSE. Mara ? Super. Donc on a vu que les modèles changent, il faut s'adapter. Et un des symptômes de ces changements, c'est la pléthore d'outils qui apparaissent pour travailler en collaboratif. Vous en connaissez quelques-uns, ou voire même beaucoup. Nous, de notre expérience en tant qu'espace de coworking, on se rend compte que les outils prennent le dessus sur l'usage et qu'il y a un grand besoin de formation en fait, pour pouvoir utiliser ces outils en mode collaboratif. Ils sont souvent très complexes et ils répondent à des besoins souvent très différents. Tu me passerais le suivant. Voilà, c'est une sorte de matrice là, entre verticalité et horizontalité des outils. Bon, il y en a que vous ne connaissez pas, hein, mais peut-être qu'il serait intéressant et pertinent dans une entreprise comme celle que vous côtoyez. Donc voilà, l'idée que je voulais mettre en avant, c'était que c'est l'usage qui prime et non pas l'outil, et donc il faut arriver à former pour que que le travail collaboratif soit efficace. Et voilà, la deuxième partie, c'était par exemple un outil, une méthode qui permet d'aider les entreprises à les accompagner dans le changement. C'est le design thinking. C'est une méthode qui est très adaptée à gérer les problèmes complexes, comme par exemple, on a pu le faire accompagner des entreprises à réfléchir à comment travailler. Alors là, au début, la question, c'est je veux qu'il y ait moins d'absentéisme. Et voilà, c'est la première question qui arrive. Et la seconde, c'est ça va plus loin, dire comment faire pour travailler et qu'en fait les salariés et l'entreprise se sentent mieux. Et donc voilà, donc c'est un problème complexe parce que la réponse ne dépend pas de simplement mettre en place du covoiturage ou une crèche à l'interne. Voilà, c'est souvent, puisqu'il y a plusieurs besoins, chaque salarié a des besoins particuliers et l'entreprise a aussi des besoins particuliers, et ben, il faut des réponses complexes. Voilà, donc le design thinking est un des outils qui permet d'accompagner ce changement. Voilà pour moi.
Voilà, on a fait un petit tour sur. Alors tout ça, ça s'articule. Il y a des modalités, il y a des formations, il y a nous, on a des petites. On développe des modules de sensibilisation des salariés et des entreprises. L'étude dont je vous parlais va être disponible. Je tiens à vous dire qu'on a été accompagné dans cette étude par Florian Seuch, qui est agronome expert, qui travaille sur la partie, sur son cœur de métier de la qualité de vie au travail d'un point de vue d'ergonome. Ça, c'est très important pour nous. Nous, on apporte des réponses d'observation et factuelles et de modélisation de programmes, en fait. Et on tient cette étude à votre disposition. Mais peut-être avez-vous une ou deux questions auxquelles on serait ravis de répondre. Oui, bonjour. Moi, j'aurais deux questions déjà. Est-ce que la slide avec toutes les applications sera disponible quelque part un jour? Parce on va essayer de regarder. Celle-ci a l'air très intéressante. Oui. Alors, j'ai utilisé un outil collaboratif qui s'appelle Google et Google Images, et je l'ai trouvé là. Voilà, en fait. Mais on peut vous l'envoyer, on bien peut sûr. vous l'envoyer sans problème. Tout à fait. On peut continuer la collaboration comme ça. Très bien, merci. Et l'autre question plus sérieuse, elle serait sur justement cette dichotomie qu'il peut y avoir entre les digital natives qui arrivent sur le marché et un management qu'on peut considérer peut-être parfois comme plus old school, ou enfin peu importe l'étiquette. Est-ce que vous auriez des conseils sur comment ouvrir le dialogue social pour aborder ces points-là que sont le télétravail ou les autres formes de travail hybride, les emplois partagés, enfin voilà, toutes ces nouvelles choses qui arrivent en ressources humaines? Alors, juste une intro, puis Stéphanie, tu vas sans doute développer. Ce que nous savons, c'est que ça n'est pas seulement la relation avec un collaborateur qui est impacté, mais il y a un effet d'essaimage important quand on commence à se poser ces questions-là. Et il est indispensable de travailler en collectif, au moins avec ses managers et un groupe pilote qui va réfléchir éventuellement par des méthodes d'animation créative, par du design thinking, parce que vous voudrez, par un déjeuner, dans un resto. Enfin, quoi qu'il en soit, il faut engager le dialogue parce que c'est quelque chose qui va impacter durablement votre entreprise. C'est un changement de culture. Et ensuite, du point de vue formel, Stéphanie? Oui, en ce qui concerne les grosses entreprises de plus de 50 salariés, va se poser la problématique du lien avec les partenaires sociaux, notamment avec le CE et le CHSCT, puisque en fait, c'est un projet qui impacte quand même les conditions de travail. Donc si vous mettez en place une charte, il faudra faire ce qu'on appelle une information-consultation auprès des élus du personnel, et le mieux, ça aura été de les avoir engagés avant dans le processus de création en fait, de cette nouvelle organisation du travail. Donc, il y a un dialogue côté salarié, donc manager salarié, on peut mettre en place des groupes de travail, et puis il y aura aussi un dialogue avec les instances représentatives du personnel. Et donc ça peut être soit une charte, on l'a dit, soit aussi la mise en place de la signature d'un accord d'entreprise, et là aussi ça doit respecter un certain formalisme. Donc il y a en fait plusieurs visions, donc la vision très opérationnelle de conception, et puis la notion plus réglementaire de finalement aussi comment on respecte le dialogue social formalisé. Et puis, pardon, mais pour finir, tu parlais de conditions formelles. Mettre en place un espace collaboratif, ça pose aussi des questions de bâti, d'espace de travail, d'espace physique. À quelle surface doit-on affecter à qui, d'une sorte de règlement intérieur, parce que cohabiter, ça impose de travailler avec l'autre et de le respecter. Ça crée du positif, ça crée de l'empathie et de la bienveillance dans l'entreprise. Donc, c'est aussi une action de com interne. Au-delà de l'impact d'efficacité et de répondre à une tension sociale, c'est aussi un outil qu'on peut activer assez positivement dans sa stratégie RSE, mais aussi dans sa com interne pour témoigner afficher de manière raisonnable et acceptable par l'entreprise. Il y a des indicateurs de performance qui permettent de mesurer les effets, de pouvoir afficher, d'aller vers des solutions qui sont plus douces et plus à l'écoute des attentes personnelles des salariés et pas des attentes collectives. Le collectif est en partie prenante. Toute la difficulté, elle est là. Voilà, c'est cette complexité. Est-ce qu'il y a-t-il une autre question ? Dans une structure, il n'y a pas forcément que des digital natives. Oui. La question de la cohabitation. Voilà, j'ai un cas très précis en tête avec une jeune personne qui correspond exactement au profil que vous avez décrit.
Et puis à côté de ça, j'ai une secrétaire qui a 57, 58 et ma foi qui a l'habitude de retaper les travaux derrière. Sauf qu'évidemment, des digital natives, elle n'a pas du tout besoin de secrétaire. Donc voilà, après, ça pose la question de la cohabitation, du repositionnement, de la compétence, etc. Voilà, tout à fait. Si C'est pourquoi... je suis très preneuse de trucs là-dessus, hein. Alors, c'est une vraie question. On a travaillé pour des collectivités locales, et notamment des chambres de commerce qui se sont posées cette question, parce que quand on travaille avec un public de TPE, PME, sur ces problématiques de travailler ensemble, pas travailler ensemble, travailler dans des lieux distants ou pas, se pose la question du niveau, enfin comment dire, de la culture professionnelle des générations qui sont intégrées. J'ai délibérément parlé des digital natives parce que c'est l'objet de cette étude, elle est importante pour nous et c'est un enjeu majeur. Mais les femmes, souvent, sont concernées par cette question-là du travail à distance ou des temps de vie. Et les salariés qui sont dans une posture différente sont souvent très déstabilisés par l'arrivée de nouveaux modèles. Et de ce point de vue-là, très franchement, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de solution administrative, réglementaire ou autre. Les instances représentatives du personnel peuvent alerter, mais il n'y a pas de modèle, de modèle technique pour répondre à ça. Sinon, un vrai travail de construction de modèles communs. Et ça passe effectivement par du travail d'élaboration d'un projet qui est approprié. Mais ce qui est intéressant dans cette confrontation des digitales et des publics un peu plus seniors, c'est que détecter les besoins, des besoins, il y en a de tous les côtés. Il y en a chez les jeunes qui arrivent sur les entreprises avec une vraie carence de connaissance de comment fonctionne une entreprise très souvent, et avec des utopies qui vont parfois être frictionnés par la réalité. Et puis on a des seniors qui ont quand même des usages et ça marche et ça fonctionne et tout d'un coup ils sont un peu désarçonnés. Et en fait, les uns et les autres ont à sa portée. Donc c'est ce travail de pair à pair qu'il faut absolument travailler. Et ça se travaille très amont avant de mettre en place un dispositif. Oui. Mais c'est très facilitant. Effectivement, parce qu'après, le risque, c'est que ça tourne à de l'interpersonnel, en fait, assez rapidement. Et en fait, ça s'accompagne, il y a des outils de coaching qui peuvent s'accompagner pour faire en sorte que l'un et l'autre découvrent les atouts des deux manières de fonctionner, parce qu'effectivement, tout n'est pas à jeter dans le modèle old school et tout n'est pas à prendre dans le modèle digital native. C'est juste que c'est une évolution qu'on constate. Donc, un accompagnement, j'allais dire, alors après, ça peut être l'équipe, ou d'une des personnes qui serait le plus en souffrance dans cette situation-là. Donc ça serait du coaching individuel ou un accompagnement de l'équipe dans un esprit de coaching collectif pour que chacun identifie ses ressources, ses propres ressources et puisse les activer en tant que telles et puis qu'on reconnaisse cette complémentarité. Ça, c'est un travail qui peut être fait... voilà, pour éviter justement qu'on arrive sur des problèmes interindividuels. Puisque bon, après, c'est vers là que ça va. On nous fait signe que la conférence, la deuxième plénière va avoir lieu. N'hésitez pas à revenir vers nous par mail si vous avez envie d'avoir les résultats de l'enquête. Elle sera disponible dans quelques semaines. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on vienne la présenter dans vos équipes, on le fera avec plaisir. Ça peut être un temps de sensibilisation, d'information et puis de partage. Voilà, ça fait partie de ce modèle-là de résultats d'études que nous souhaitons déployer et que l'ANACT souhaite qu'on déploie. Donc voilà, vous êtes tout à fait libre de nous le demander, on en sera ravis. Et puis on est là pour vous aider si besoin. Voilà.